Bonjour, bonjour, merci de nous rejoindre ou de nous avoir rejoints sur le site d'NPA Conseil, sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, X, d'autres encore pour ce premier briefing NPA de 2025. Bonne année à tous, bonne année à Claire Basini, à Clément Schwebig, à Christopher Beldelli qui sont avec nous aujourd'hui pour 7 heures de décryptage de quelques grands enjeux de 2025 et l'actualité a un talent fou. Tous les jours, à chaque jour, une nouvelle information, un nouvel enjeu. Donc Claire Basini, qui est directrice générale adjointe pour les activités grand public, B2C, du groupe TF1. Clément Schwebig, qui est président Europe du Nord, Europe de l'Ouest et Afrique du groupe Warner Bros. Discovery et à ce titre notamment en charge du développement de Max en France et ailleurs. Christopher Beldelli, qui est le PDG de T18, la chaîne de la TNT qui sera lancée le 6 juin à l'initiative du groupe CMI. On vous laisse juste passer une virgule et puis on se retrouve d'abord pour quelques repères. Alors le principe, ça va être de feuilleter quelques dates de 2024 qui vont résonner en 2025. C'est pas le bon... Voilà. En vous proposant à chaque fois de réagir en un mot. Alors, et puis, un chiffre qui illustre cette date. Le 8 janvier, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était le lancement de TF1+. 3,6 milliards, c'est le nombre de vidéos qui ont été vues sur TF1+ au cours de sa première année. D'abord, Claire, est-ce que c'est ce chiffre de 3,6 milliards que vous auriez choisi ou est-ce qu'un autre qui vous paraît plus frappant? Et puis, un an après, que dire? On va revenir largement un peu plus tard sur TF1+, mais comme ça, en premier élan ou en premier rebond. Merci pour ce chiffre. Oui, ça fait un peu plus d'un an qu'on a lancé notre plateforme de streaming gratuit. On est très content de cette dynamique dès un an, un peu sur tous les enjeux qu'on s'était fixés en termes de notoriété de la plateforme, installation sur les écrans télé, nombre de streamers qui sont venus. On a eu 33 millions de streamers en moyenne par mois. Et puis un très fort développement des usages. Donc ce 3,6 milliards, nous on aime bien dire aussi que en gros, on a eu 9 Français sur 10 qui sont venus, qui ont streamé sur la plateforme sur la première année et des usages qui ont été en très forte progression à plus de 60% avec un chiffre d'affaires qui suit. Donc voilà, on a l'objectif des mois qui viennent, c'est de continuer à accélérer. Alors, on va y revenir. On aura l'occasion d'être dans plus de longueur sur le streaming, les stratégies de streaming, qu'elles soient en gratuit, en payant. Un deuxième chiffre quand même qui vous concerne tous directement ou indirectement, une date, le 9 avril, l'arrivée de la publicité sur Prime Video. Et le 20%, c'est la proportion de Français qui sont aujourd'hui clients de l'offre Amazon Prime Video, donc avec de la publicité, embarquant de la publicité. Ça, c'est des chiffres qui sont extraits du baromètre des usages audiovisuels de NPA. Et ça vous concerne tous, à la fois parce que Amazon, c'est un concurrent, et aussi parce que la publicité pour des streamers, peut-être Clément, en un mot de réaction, c'est aussi une poche ou un levier de développement de vos revenus pour demain. Alors, en l'occurrence, Amazon, c'est un concurrent, mais aussi un partenaire pour nos distributions. Et en effet, la publicité, on a une entrée d'offres sur Max avec publicité qui permet d'avoir un point d'entrée bas. Voilà. Donc, j'imagine que j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus. Absolument. Alors, et de garder la parole pour notre troisième date, le 11 juin. 11 juin, c'est le lancement de Max en France, 5 ans après le lancement d'HBO Max aux États-Unis et à peu près un an, je crois, après la transformation d'HBO Max en Max aux États-Unis. 2000, c'est le catalogue à fin 2024, de nombre de titres dans le catalogue de Max. Mais peut-être là encore, c'est pas le chiffre qui vous paraît le plus... C'est un des chiffres, merci, c'est un des chiffres. En effet, nous avons lancé Max en France et c'était le premier lancement de notre plateforme au sein du groupe Warner Bros. Discovery depuis 2 ans. Donc, c'est un lancement important dans un marché significatif qu'est la France.
Oui, 2000 titres, mais c'est aussi c'est près de 20 000 heures de contenu, dont 90% est exclusif. Et surtout, pour nous, c'est une proposition de qualité. On a lancé avec la promesse de regarder mieux. Et c'est ce que je pense on offre avec le catalogue Warner Bros, les films Warner Bros, HBO, nos fictions en française et nos documentaires. Donc voilà. Et aussi, je pourrais peut-être ajouter juste une petite chose, si on parle de chiffres, c'est peut-être 3800 qui sont le nombre d'heures qu'on a offert en streaming pour les Jeux Olympiques Paris 2024, parce qu'on a une offre sport sur Max grâce à notre chaîne Eurosport. À la place du sport dans le streaming, on aura là aussi l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Une quatrième date pour poursuivre notre feuilletage. Le 11 décembre, c'est la date à laquelle l'Arcom a signé l'autorisation de T18, donc une des 2 nouvelles chaînes qui intégreront la TNT en 2025, T18 le 6 juin et OFTV du groupe Ouest France le 1er septembre. 3000, c'est le nombre d'heures de documentaires que la chaîne s'est engagée à diffuser, avec en même temps un positionnement qui n'est pas seulement un positionnement de découverte, mais plus généraliste, Christopher Balévi. Oui, donc 2 choses sur les 2 chiffres. D'abord, la date du 11 décembre, elle est bien sûr importante pour nous, puisque c'est là où, formellement, on a eu l'autorisation d'émettre, et la chaîne T18 sera lancée le 6 juin prochain. Mais je crois qu'elle est aussi extrêmement importante pour l'ensemble du paysage de télévision en France, parce que pour la première fois, à ma connaissance, l'autorité de régulation, l'Arcom, a décidé de ne pas autoriser à l'issue de leur autorisation. Ils n'ont pas retiré des autorisations, mais ils ont décidé à l'issue de leur autorisation de ne pas réautoriser des chaînes existantes. Alors moi, je ne me prononce pas sur le choix qu'il a fait sur les chaînes existantes qu'il n'a pas décidé de réautoriser, mais c'est une chose essentielle pour l'ensemble des chaînes existantes, et pour le futur, puisqu'on avait l'impression, à travers faut savoir que les chaînes de TNT, elles émettent, personne ne le sait, on l'a oublié, mais elles émettent sur des fréquences hertziennes. Les fréquences hertziennes ne nous appartiennent pas. Quand T18, pas plus qu'elles appartiennent à TF1 ou à M6. Quand nous émettons sur des fréquences hertziennes, c'est une autorisation que nous avons pour un temps donné. La contrepartie de cette autorisation, puisque je rappelle qu'on est dans un système français très particulier, c'est que cette autorisation est gratuite. Vous ne la payez pas. Donc la contrepartie, c'est l'exception culturelle française, c'est de prendre des engagements sur ce que vous allez faire sur cette chaîne. Donc le fait que l'Arcom actuel, avec son président Roch-Olivier Maistre, ait décidé pour la première fois de dire oui, il y a des chaînes existantes, mais elles n'auront pas une nouvelle autorisation en raison de ce qu'elles ont fait ou du nouveau projet qu'elles présentent, c'est extrêmement important quoi qu'on en pense. On peut être pour ou contre, mais c'est essentiel pour l'évolution de nos secteurs parce que cela pourra se reproduire à l'avenir. Il n'y a pas donc... Et sur les 3... Oui, pardon. Il n'y a pas donc de droit à être maintenu éternellement dans les locaux, entre guillemets, si l'Arcom juge qu'on ne remplit pas les termes de sa convention. Exactement, mais c'est vrai pour tout le monde. Moi, je pars avec T18 pour 10 ans. Si dans 10 ans, l'autorité de régulation considère que l'usage que j'ai fait de cette fréquence n'est pas idéal, il pourra me le retirer. Mais c'est aussi vrai pour des grands groupes comme TF1, comme M6, etc. Donc, et ça, beaucoup de gens ont eu tendance à l'oublier. Il y a des droits et des devoirs. Exactement. C'est ça. On aura l'occasion évidemment de développer sur le projet du coup de T18 et sur les raisons qui vont faire que dans 5 ans, 15 ans, 20 ans, l'Arcom souhaitera la maintenir. Juste un dernier repère et une dernière date. Le 12 septembre, c'est la date à laquelle les États généraux ont remis leurs 15 propositions. Alors Christopher, vous étiez un des le président d'un des 5 groupes de travail de ces États généraux. 4 mois après, la ministre a indiqué à plusieurs reprises, et le Premier ministre lui-même d'ailleurs lors de son discours de déclaration de politique générale, qu'il souhaitait en faire un projet de loi. Toujours une priorité, et peut-être s'il fallait prioriser certaines des dispositions pour un projet de loi en quelques... Rapidement, enfin, c'est qui vous paraît... Absolument, c'est difficile de synthétiser parce que ces états généraux de l'information ont duré plus de 6 mois, 5 groupes de travail, dont un que j'ai présidé sur les conditions économiques et à laquelle
Nous avons travaillé ensemble avec Philippe sur ce groupe, donc beaucoup de propositions, je ne sais même plus le nom, mais au moins une vingtaine, plus des propositions de groupe qui doivent nous amener à une centaine de propositions. Je vais faire simple, je crois que l'enjeu d'avoir une information de qualité fiable est un enjeu essentiel pour tous les pays, pour la démocratie et donc pour nos concitoyens. À partir de là, un certain nombre de mesures sont nécessaires. Seront-elles suffisantes? On le verra. En tout cas, elles sont nécessaires et j'en retiendrai peut-être qu'une puisqu'elle a été prise dans le cadre de notre groupe et qu'elle a été retenue par les États généraux de l'information et j'espère qu'elle le sera dans le projet de loi qui arrivera. C'est notamment le fait de flécher chez les annonceurs, c'est pas contraignant, mais ça relève comme du RSE, c'est-à-dire leur engagement, c'est pas de l'argent en plus, c'est pas des taxes en plus, c'est en revanche le fait de participer comme entreprise à la vie de la société. Évidemment, dans le cadre du RSE, les questions d'égalité hommes-femmes, les questions de transition écologique sont mises en avant, mais nous avons pensé que la contribution à l'information, qui est quand même la base essentielle de la démocratie, devait en faire partie. Donc un fléchage chez les annonceurs pour voir quelle est la part de leurs investissements publicitaires qui consacrent à des médias qui participent à une information dite de qualité. Claire, Clément, est-ce que d'ailleurs sur ces états généraux de l'info, sur c'est un sujet que vous avez suivi avec attention et avec peut-être là aussi une recommandation, une préconisation si demain il doit y avoir un projet de loi? Moi, je reprendrais cet exemple qui est très bon. Nous, on était complètement partie prenante et très proactif sur ce type d'initiative qui, en effet, dépasse des intérêts privés de groupes audiovisuels et qui relèvent de la démocratie dans notre pays. Donc, c'est vraiment des sujets très importants. Clément, Pas particulièrement. Nous, on est un acteur, et je me reprendrai peut-être Eurosport, qui est peut-être la marque française la plus importante dans notre portefeuille de chaînes de télévision. Et on a à cœur de suivre tout ça avec beaucoup d'attention et l'investissement dans le sport. Et à mon avis, je pense dans le type d'information aussi assez important. Je crois peut-être que ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, la ministre de la Culture qui est en charge de ces sujets-là, Rachida Dati, a l'air clairement d'avoir repris un certain nombre des conclusions des États généraux et de les amener à travers un projet de loi. Donc je pense que c'est une très bonne chose et c'est très bien que la ministre, à travers le gouvernement, se soit emparée du sujet. Peut-être juste rajouter pour faire le pont entre le sujet du renouvellement des conventions et le sujet de l'importance de l'information, c'est la création du bloc info dans le cadre de la nouvelle numérotation des chaînes TNT qui relève un peu des mêmes enjeux. C'est-à-dire que c'est hyper important de créer un bloc pour les téléspectateurs où on retrouve toute la diversité possible autour de l'information en France. Les 4 chaînes d'information en continu, effectivement, qui seront maintenant numérotées du 13 pour BFM au 16 pour France Info, avec dans l'intervalle CNews en 14, LCI en 15 et donc finalement France Info en 16. Je vous propose qu'on laisse passer une virgule et puis on va commencer à rentrer un peu plus précisément dans chacun des projets que vous portez. On commencera par ordre alphabétique, encore une fois, par Christopher Baldelli et donc on parlera d'abord TNT, mais tout ça étant une discussion, ça vous donnera l'occasion aussi d'intervenir dans la conversation. Alors, Christopher, donc T18 est une chaîne, ou en tout cas un projet de chaîne à ce jour, qu'on croyait promise à commencer cette émission au 1er mars. Finalement, ça sera le 6 juin. Alors, on a fait une petite illustration qu'on va voir, je pense, à l'écran, qui donne quelques fondamentaux sur la chaîne. D'abord, d'où elle vient. Groupe CMI France, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans les médias en France à travers l'édition littéraire, surtout, Editis, mais aussi la presse magazine, les plateformes vidéo et l'audio digital. Donc, T18 le 6 juin, sur le numéro 18. Un positionnement généraliste avec une forte composante documentaire, un public recherché prioritairement celui des 25-49 ans,
un peu plus de 30 millions de budget et un équilibre économique en principe en année 4. Et alors, c'est certainement insuffisant. Et du coup, c'est pour ça que je vous laisse maintenant développer un peu sur les fondamentaux de cette chaîne, sa stratégie, la façon dont elle va s'ancrer dans le paysage. Alors, 2 constats. D'abord, chaque fois qu'il y a eu des nouveaux entrants dans le domaine de la télévision en France et de la TNT, et je pourrais rajouter également des plateformes comme Max, bien sûr que ça a accru la concurrence, mais en réalité, j'ai la faiblesse de penser que la concurrence oblige tout le monde à avoir du talent. Ça a en réalité, chaque fois, boosté la qualité des programmes pour les téléspectateurs. Moi, je l'ai vu en radio. En radio, il y a une époque qui était extrêmement compétitive. La qualité des programmes sur radio était très très forte, avec des radios qui investissaient. Donc, premier point, je pense que de toute façon, chaque fois qu'il y a une nouvelle concurrence, c'est pas agréable pour les acteurs en place, mais souvent, ça a la vertu d'obliger tout le monde à être plus dynamique. Le deuxième point concernant alors maintenant la chaîne T18, je dirais que T18, tu l'as dit Philippe, c'est une chaîne généraliste, mais aujourd'hui, il y a 25 chaînes de TNT, plus plein d'autres chaînes, mais disons pour aller à l'essentiel, 25 chaînes de TNT. Donc quand on arrive, au fond, si c'est pour faire la même chose que les autres, il faut être au moins aussi bon qu'eux, mais peut-être qu'il faut essayer de faire des choses un peu différentes. Donc, on va essayer d'affirmer notre différence. On est une chaîne généraliste comme plein d'autres chaînes généralistes, donc on n'est pas une chaîne thématique, mais donc, tous les genres seront présents sur la chaîne, ou presque. Le cinéma, la fiction, le magazine, le documentaire, l'information, etc. Les seuls genres qui ne seront pas présents sur la chaîne, c'est la jeunesse. Il y a suffisamment de chaînes thématiques pour le compte qui le font. Et j'ajouterai sans doute le sport, au moins pour un certain temps, parce que les droits sportifs sont non seulement très chers, mais difficiles à acquérir. Mais une fois qu'on a dit ça à tous les autres genres de programmes, néanmoins, notre différence, c'est, je dirais, on va faire une chaîne 3D, non pas en 3 dimensions, mais 3D. Le premier D pour débat, c'est une chaîne où il y aura du débat, et je pense que nous aurons une approche du débat et un ton dans le débat qui sera peut-être différent du débat qu'il peut y avoir sur d'autres chaînes. Donc là, ce sera plus dans la forme que nous nous distinguerons. Le deuxième D, c'est documentaire. Et là, c'est une vraie distinction. C'est une chaîne, vous l'avez dit, où il y aura, malgré son caractère généraliste, beaucoup de documentaires. Parce que je crois profondément aux gens documentaires. On discute d'ailleurs avec Warner, qui sait faire d'excellents documentaires. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le documentaire est un genre très riche qui permet d'aborder toutes les questions, que ce soit des questions de lifestyle, que ce soit des questions de culture, d'histoire, de science, de géostratégie. C'est véritablement... Et c'est un format assez court, donc dans le monde d'aujourd'hui, c'est assez adapté. C'est d'ailleurs assez consommé par les jeunes sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, l'offre de documentaire est quand même assez faible en France. Donc nous, on essaiera d'avoir une offre documentaire solide et je pense que ce sera un point de distinction. Et le troisième, c'est le D de divertissement. Alors ça ne sera pas nécessairement une distinction, mais pourquoi ? Parce que si j'ose dire, ce n'est que de la télé. Donc les gens regardent quand même fondamentalement la télévision pour se détendre, pour se distraire, mais ça n'empêche pas un certain nombre de nos concitoyens d'aimer aussi regarder la télévision pour apprendre des choses. L'un n'empêche pas l'autre. Vous l'avez dit tout à l'heure, Christopher, vous arrivez au bénéfice du départ d'autres chaînes, enfin, ou de la non-reconduction de 2 chaînes, C8 et Énergie 12. Il se trouve qu'hier, le patron du groupe Canal, Maxime Saada, était auditionné au Sénat. Il a parlé de la sortie de C8 et il a parlé de votre arrivée sur la TNT. Et je vous propose qu'on écoute un bref extrait. On aime ou qu'on n'aime pas C8. Moi, c'est même pas le sujet pour moi. Le sujet, c'est qu'il y a pas un pays au monde, à part en France, où on prend la première chaîne de la télévision et on décide de la supprimer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre marché. On se dit, on a un acteur, on aime ou on n'aime pas, 4% d'audience, ça n'existe pas. Donc, et par ailleurs, sans préjuger de la valeur de projets qui pourraient arriver, qui n'existent pas aujourd'hui, le positionnement de ces projets me semble voué à des audiences confidentielles. Et donc, voilà, des audiences confidentielles, c'est ce que suggère Maxime Saada. Je pense que Maxime a fait un petit raccourci, puisqu'il a parlé de la première chaîne de télé française, si j'ai bien compris. TNT. Bon, il a précisé TNT, d'accord, ce qui est exact pour C8. Écoutez, sur les questions d'audience, moi j'ai eu la chance de diriger en radio un groupe qui était le premier groupe en audience, le groupe RTL, de diriger une chaîne de télévision France 2 qui a été longtemps et qui est toujours la 2e chaîne en audience. Donc l'audience, je sais un peu ce que c'est.
le groupe Canal+ avait effectivement réussi à faire de C8 la première chaîne en termes d'audience de la TNT. Il y avait d'autres chaînes sur la TNT qui avaient pour le compte des audiences plus confidentielles. Donc la question de l'audience, il n'y a pas ceux qui ont la martingale et ceux qui ne l'ont pas. Mais je dis tout de suite que notre chaîne, c'est quand même un procès d'intention. Notre chaîne, et clairement c'est une chaîne privée, elle sera entièrement financée par la publicité. Nous avons d'ailleurs pris TF1 qui sera notre régie publicitaire. Clairement, nous avons des ambitions d'audience, mais on part. Quand on part, si on regarde les débuts de C8, moi j'ai connu ceux de W9 dans le groupe M6, quand on part, on n'est pas tout de suite au top du podium. Il faut le temps de construire. Mais nos ambitions d'audience sont réelles et je suis assez confiant puisqu'on est là pour faire une chaîne attractive. Mais précisément, dans la façon dont les 3D dont vous parliez tout à l'heure vont se décliner et se traduire à l'antenne, le 6 juin, qu'est-ce qu'on va voir sur T18 et en écoutant qu'évidemment le 6 juin, ça sera le jour 1 et que tout... Comme dans une maison dans laquelle on rentre, les peintures ne sont pas toujours totalement sèches. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on verra déjà qui fera à la fois l'attractivité et la différence de la chaîne? Alors, dès le 6 juin, nous aurons une émission quotidienne sur l'actualité, inédite, donc, par définition, puisque ce sera la nôtre. Nous aurons sans doute une ou deux autres émissions spécifiques à la chaîne. Et puis, nous aurons naturellement, comme je l'ai dit, des films, des fictions, des documentaires, des magazines. Voilà. Est-ce que sur soit les producteurs qui vont travailler avec vous, soit des incarnants, donc ceux qui apparaîtront à l'antenne, est-ce qu'il y a déjà des noms ou des titres de programmes, etc., enfin, que vous pouvez évoquer ou pas encore? Non, on avance beaucoup, mais rendez-vous dans 4 mois, puisque maintenant c'est dans 4 mois, donc pour l'instant, on ne communique pas sur Il y aura bien sûr des incarnations d'antenne, il y aura, comme je l'ai dit, des émissions nouvelles, spécifiques à la chaîne, mais on ne communique pas encore dessus. Et dans les 3D, vous auriez pu en ajouter un 4e, qui aurait été digital? Oui, bien sûr. Et ça sera quoi la promesse digitale de T18? Alors, la promesse digitale de T18 sera... il y aura 2 dimensions. Il y aura naturellement une dimension de replay sur l'ensemble des plateformes de diffusion sur lesquelles on sera, Orange, Free, SFR, etc. Et puis, par ailleurs, sur les réseaux sociaux, nous avons la chance dans le groupe d'avoir une entité qui est Loopsider, qui est très experte en matière de réseaux sociaux. Donc, c'est eux qui feront une partie de notre empreinte digitale sur les réseaux sociaux à partir de nos contenus et de nos programmes. Alors peut-être quand même, et ça va permettre d'intégrer Claire et évidemment Clément à la discussion sur un reproche, en tout cas une remarque qu'on peut faire à la suite de la sélection qu'a établie l'Arcom, c'est que on fragmente quand même un peu le paysage de la TNT, certes en faisant rentrer des nouveaux acteurs, donc T18, la chaîne de West France, mais ça fait des acteurs, encore une fois, qui ont une seule chaîne pour porter aussi, parce que ça fait partie du quotidien aujourd'hui, des applications de streaming, le digital, c'est aussi d'acquérir une dimension un peu industrielle. D'où peut-être les stratégies d'alliance ou de partenariat, la démarche d'agrégation qui est conduite par TF1. Alors, vous avez parlé de l'accord avec sur la régie, oui. Vous pouvez peut-être développer un peu. Et puis, est-ce qu'au-delà, d'ailleurs, il y a des projets sur l'agrégation ou la présence de T18 sous la coupole TF1+? Alors, effectivement, nous, on est une chaîne qui démarre, donc on fait des choix, on a des priorités. Ce qui compte, c'est le téléspectateur, donc on ne va pas tout faire en direct, on va faire beaucoup de choses en direct, mais sur certaines choses, on va s'appuyer sur des gens qui ont une expertise et un savoir-faire. Donc, je l'ai dit pour la régie publicitaire, on ne monte pas de régie publicitaire, on a consulté plusieurs régies publicitaires et on a décidé de prendre la régie de TF1 comme régie publicitaire de la chaîne. Alors, sur la question très intéressante qui est le streaming et la diffusion des contenus de la chaîne sur le streaming, là aussi, on ne va pas monter notre propre plateforme de streaming. On va essayer de trouver des accords et des plateformes de streaming existantes comme TF1+, bien sûr, M6+, France Télévisions, ça peut être Max si Max veut avoir diffusé également d'autres éditeurs en dehors du groupe. Il y a des différences aujourd'hui de pratiques. Parce que certaines plateformes sont complètement centrées sur leur groupe et c'est tout à fait respectable. D'autres ont choisi d'avoir également d'être distributeurs et diffuseurs
pour d'autres acteurs. C'est le cas de TF1, de TF1+, c'est le cas de M6+, je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est dans leurs intentions sans doute, et de France Télévisions en tout cas. Après, on va pas peut-être trop le développer ici, mais pour moi, il y a un vrai sujet, parce que c'est un sujet nouveau, et on aurait pu penser dans un premier temps que ces plateformes allaient uniquement être dans l'environnement de leur propre groupe. C'est un sujet de distribution, et ce sujet de distribution, il reste encore des points à régler. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple. Une chaîne comme la mienne qui se lance, mais toute autre chaîne, est-ce qu'elle va aller se demander et trouver un accord pour se distribuer uniquement sur une des plateformes développées par les grands groupes de télévision français dont j'ai parlé, public ou privé, ou est-ce qu'elle va chercher, est-ce qu'il y aura des exclusivités, ou est-ce qu'à contrario, il y aura une diffusion sur tous les supports, comme ça peut exister par exemple sur le triple play. Alors, dans le cas... Ce point-là n'est pas du tout aujourd'hui, le marché avance, mais je pense que ce point n'est pas du tout définitivement tranché. Et d'ailleurs, je dis une chose, c'est que l'Arcom a un certain nombre de pouvoirs en matière de distribution. Je ne sais pas si son pouvoir concerne la distribution par ces plateformes en streaming. Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que la loi devrait évoluer pour le prendre en compte ? Je pense qu'on est quelque chose d'assez nouveau et que les règles ne sont pas encore complètement arrêtées. En tout cas, pour répondre à la question, nous, clairement, on va chercher à avoir au moins un accord avec une plateforme pour notre distribution. D'accord. Streaming. Et en tout cas, il n'y aura pas une application T18 sur les télévisions Samsung, etc. Mais ce qui est sans mettre de la sagesse, compte tenu des coûts de développement, puis de maintenance et puis de mise en avant. C'est plutôt une démarche d'agrégation. L'Arcom avait en septembre a publié en septembre une délibération qui doit conduire à une application regroupant l'ensemble des chaînes de la TNT, qu'on appelle appli SIG, un peu par raccourci. C'est des sujets sur lesquels vous avez échangé avec eux ? Bien sûr. Enfin, moi, j'avais échangé dans mes anciennes fonctions en tant que président de Public Sénat. Je pense que c'est véritablement quelque chose de très positif et qu'a fait l'Arcom à travers cette idée de regrouper dans les services d'intérêt généraux un certain nombre d'acteurs de la télévision française. Après, ils ont pris les décisions. Maintenant, le sujet, c'est qu'il faut que ce soit effectif, ce qui n'est pas encore le cas. Peut-être en tout cas pour prolonger sur ce que vous disiez, Christopher, qui est quand même aujourd'hui aussi une autre évolution des plateformes de streaming, c'est qu'on n'est plus dans un partage du monde dans lequel il y aurait les chaînes linéaires à l'intérieur des box, pour faire court, et puis les programmes à la demande qui se consommeraient sur les plateformes de streaming, donc via les applications de Smart TV, etc. Les mondes sont un peu en train de se croiser. On va regarder du live sur des plateformes de streaming, et comme d'ailleurs, on va aussi consommer à la demande dans les box. Et peut-être, Clément, c'est un des points un peu saillants dans la stratégie de Max, par rapport aux plateformes payantes qui vous avez devancées, si vous avez été le premier à ouvrir dès le 11 juin avec certes un catalogue important de programmes à la demande, mais aussi une dizaine de chaînes linéaires thématiques, plus la brique sport à travers Eurosport. En termes d'usage aujourd'hui et de changement de basculement de modèle, c'est quelque chose qui est compris, c'est quelque chose qui vous satisfait, c'est un bon équilibre aujourd'hui? Alors, je pense que il y a deux choses. Il y a une question qui peut-être fait écho aux commentaires sur la fragmentation de l'offre de télévision gratuite, mais c'est une vraie, pas une problématique, mais au moins un enjeu pour nous tous, c'est la découverte du contenu pour les utilisateurs. C'est vrai qu'il y a une offre très très forte, et donc je pense qu'on est tous en réflexion pour savoir comment rendre le parcours de l'utilisateur et du consommateur le plus simple possible. Et je pense que personne n'a encore véritablement la réponse par rapport à cette offre très fragmentée. Néanmoins, nous, ce qu'on a essayé de faire avec notre offre Max, qui est donc une offre payante, de streaming payant, c'était de regrouper tous les actifs de notre groupe, qui est un groupe assez riche, puisque ça va à la fois, comme je disais, du catalogue de Warner, qui a quand même, dont on vient de fêter les 100 ans d'activité, avec 12 500 titres, les séries HBO, mais aussi nos chaînes de télévision, de CNN à Eurosport. Donc on a essayé de trouver, au moins pour nous, dans un premier temps, d'en faire une destination. Et la consommation
de sport. Alors, elle est un tout petit peu biaisée cette année parce qu'avec les Jeux Ouais. Olympiques, et a été extrêmement forte. Donc, non seulement pour les Jeux Olympiques, parce que je pense qu'on a eu une certaine prouesse 6 semaines après le lancement de notre plateforme, c'est de pouvoir ouvrir ces 3800 heures en direct, mais surtout, en début de la première semaine des Jeux Olympiques, on a eu à un moment 62 flux d'épreuves concomitantes en direct qui étaient disponibles sur l'application Max. Et à ma connaissance, nous n'avons eu aucun problème technique, ce qui est quand même un enjeu important dans notre offre. Et on a suivi avec ça, on est la destination pour le tennis, pour le cyclisme. Et donc, c'est c'est des offres très importantes pour nous parce que ça nous permet, dans l'enjeu d'attractivité qu'on a, c'est non seulement d'offrir une offre riche, mais aussi nouvelle chaque semaine, d'avoir du contenu à chaque fois qui permet non seulement d'avoir des abonnés, mais qui a un engagement de ces abonnés, qui est un important paramètre. Claire, sur à la fois cet aspect d'agrégation et donc d'élargissement de l'offre, alors Christopher de suggérer que dans son esprit, c'était pas forcément dans des cadres de partenariat exclusif qu'il fallait. Non, je me suis pas prononcé. Je dis juste que ça peut être l'un ou l'autre, mais qu'aujourd'hui, les règles me semblent encore mouvantes et pas totalement déterminées. Mais je ne dis pas nécessairement que l'exclusif pose un problème. Ah, peut-être, on va d'ailleurs afficher quelques clés de lecture sur TF1+, juste pour... Non, là, c'est voilà, TF1+. Donc, d'abord, vous avez quand même inventé un concept que j'avais... Le streaming, le gratuit, le premium gratuit. Jusque-là, on avait l'impression que c'était un oxymore. Donc, ça fait 1 an que vous faites vivre cet oxymore. Plus globalement, donc là encore, pour ce que j'ai pu retenir moi, c'est une promesse de profondeur à la fois à travers des programmes édités ou dont les droits sont achetés par TF1, mais aussi donc à partir de l'été, l'élargissement à des partenaires, donc dans le cadre de l'agrégation. Des nouvelles fonctionnalités, donc synchro, top chrono, très large distribution. Et vous avez donné quelques chiffres tout à l'heure, mais là, ça les rappelle, 33 millions de streamers chaque mois. Et puis, du côté publicitaire, puisque on est dans le cadre de médias financés par la pub, une attention à être pas simplement un environnement où on apprécie les marques, mais potentiellement une publicité qui peut emmener le consommateur assez loin, jusqu'à potentiellement même l'acte d'achat. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, moi je trouve que ce qui est passionnant, et comme vous le disiez, l'histoire n'est pas écrite, elle est en train de s'écrire et on l'écrit tous les jours ensemble. Moi, ce qui me frappe depuis quelques années, c'est le retour en force de l'écran télé. Et donc, ça se traduit de plein de manières différentes, mais c'est ça qui est absolument fantastique. En fait, tous les curseurs vont dans ce sens, et je pense qu'on est au tout début de cette histoire, puisque le fait que les télévisions soient connectées à Internet, aujourd'hui, on a encore une exploitation qui est assez classique de ça, qui est celle qu'on connaît modernisée, on va dire, mais le champ des possibles est monumental. Et donc, nous, c'est ce qui nous a inspiré dans le lancement de TF1+, qui est un vrai pivot stratégique pour le groupe. C'est à la fois de se dire, aujourd'hui, la connexion de la télé, c'est massif. Hein, c'est 7 foyers sur 10 en France qui a sa télé connectée à Internet. Les usages sont vraiment en train d'évoluer et de basculer même, puisque aujourd'hui 42% de la consommation de contenu long des 25-49 ans se fait déjà sur des contenus en streaming. Aux États-Unis, qui a toujours 2-3 ans d'avance par rapport à la France, le streaming est devenu le premier usage sur l'écran télé, et le premier acteur de ça, c'est YouTube, devant Netflix et devant Disney. Donc ça dit beaucoup de choses sur ce qui est en train de se dessiner. Et puis le corollaire de ça, on en parlait tout à l'heure, c'est que le marché de la publicité vidéo digitale, il représente aujourd'hui déjà
plus de la moitié du marché de la télévision traditionnelle, c'est à peu près 2 milliards d'euros. C'est une croissance de 20% qui va durer. C'est-à-dire que ça fait quelques années qu'il y a cette croissance et elle va durer dans les années qui viennent. Et on pense, nous, que le marché de la publicité vidéo digitale va dépasser le marché de la télé à horizon 2027. Et donc TF1+, par rapport à ça, c'est une proposition qui est en effet en rupture, puisque notre proposition, c'est d'être aussi premium sur les contenus, donc des contenus qui sont produits dans des niveaux de prix élevés, puisqu'un prime, c'est à peu près 1 million d'euros par heure, qui font vivre toute une chaîne de producteurs de diversité culturelle, et on en parlait tout à l'heure, une rédaction information très importante. Donc ces contenus qui sont premium, une expérience qu'il est aussi, tu me disais tout à l'heure, le fait de proposer une expérience la plus simple, la plus évidente, qu'on trouve partout, c'est essentiel. Et la grande nouveauté de ce qu'on apporte, c'est que c'est entièrement gratuit. Et ça n'avait jamais été fait. Le streaming était monopolisé par des acteurs du payant, donc qui demandent un abonnement en échange de l'accès à ces contenus. Et donc voilà, c'est la grande rupture de TF1+. Voilà. Et comme tu le disais, il y a une grande dynamique. Donc pour rebondir sur ton point sur l'agrégation, on s'est lancé sous forme de MVP, donc un peu une V1. Tout n'était pas encore là comme ça va être le cas pour T18. C'est normal, c'est la vie. Et puis c'est la beauté du digital aussi, c'est de en permanence connaître ses utilisateurs, avoir beaucoup de data qui nous permettent d'avoir une proposition en amélioration continue et qui essaye d'être la plus pertinente possible pour chacun. Donc on s'est lancé, on avait 15 000 heures de contenus qui sont des contenus qu'on partage avec le linéaire des chaînes du groupe TF1. Donc on investit 1 milliard d'euros par an dans nos contenus, donc de la fiction française, du cinéma, des grands divertissements. Et en fait, cette ligne de programme, elle était déjà très digital friendly pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des marques extrêmement puissantes qui sont ultra référentes pour les Français, que ce soit Starac en divertissement, HPI en fiction. On a tous les grands événements sportifs qui rassemblent les Français, comme la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de foot. Et donc, on avait 15 000 heures de programme. On est monté en puissance pour apporter vraiment de la profondeur en rendant disponible, par exemple, sur nos séries françaises ou étrangères, l'ensemble des saisons et de tous les épisodes pour avoir une consommation en binge. Et donc, au fur et à mesure de l'année, on a doublé notre offre de contenu. Et en fait, il se trouve que donc stratégiquement, on veut vraiment partager la même ligne éditoriale, ce qui, là aussi d'ailleurs, dessine des leviers de succès qui nous sont spécifiques, puisque moi je dis souvent que finalement, le fait qu'on ait des chaînes linéaires, c'est un peu ma sortie cinéma à moi. C'est-à-dire que c'est génial, j'ai des marques programmes qui sont ultra puissantes, événementialisées par le linéaire, parce que c'est la magie du linéaire, et que ensuite les streamers peuvent retrouver sur TF1+ quand ils le souhaitent. Et c'est vrai qu'on voit bien que pour des très grands acteurs internationaux qui dépensent 20 fois plus dans les contenus, entre 15 et 20 milliards de contenus, le sujet, c'est au-delà d'avoir un super line-up ultra qualitatif, c'est comment on le fait connaître. Et donc le fait d'avoir des chaînes et une plateforme de streaming, d'être un média et une plateforme, c'est une force vraiment très importante. Ceci étant dit, on ne représente pas tous les genres avec notre ligne de programme. On a une ligne éditoriale cohérente. Et donc, l'objectif de l'agrégation, c'est de proposer la meilleure offre de streaming de contenu premium accessible gratuitement avec d'autres éditeurs ou des gens qui ont des catalogues tiers qui viennent exposer leur contenu. Donc là, c'est nos premiers pas. On a commencé en fin d'année avec Arte, l'équipe
Deezer, Le Figaro qui nous ont rejoints. Et l'idée, en effet, c'est de à la fois creuser des thématiques sur lesquelles on est déjà puissant, comme les séries, le cinéma, et d'en ajouter d'autres sur lesquelles on est moins référent, notamment, par exemple, les documentaires ou le spectacle. Si on reste sur une métaphore ou en tout cas sur un parallèle entre gratuit et payant, c'est un peu une évolution comparable à celle que Canal a fait historiquement. Canal en 1984, c'était une chaîne, et puis Canal depuis les années 90, avec la création de CanalSat, etc., c'est devenu aussi une marque de distribution. Agrégation d'ailleurs, agrégation-distribution, on est dans les mêmes sujets. Enfin, Christopher tout à l'heure relevait le point. Nous, on ne se vit pas comme une marque du tout de distribution. Je reprends ton mot de tout à l'heure. Nous, ce qu'on veut être, c'est une destination quotidienne pour le divertissement familial et l'information. Et en fait, ça, c'est très difficile à construire, puisque, évidemment, qu'il faut avoir un super line-up qui soit incontournable et extrêmement pertinent pour la population à laquelle on s'adresse. Mais au-delà de ça, il faut être disponible sur tous les écrans avec une super expérience et avoir la capacité à les monétiser de la meilleure façon qui soit pour pouvoir réinvestir durablement dans cette ligne de programme et pour rester ultra pertinent et incontournable durablement face à des grands acteurs internationaux. Donc nous, c'est ça l'objectif de l'agrégation. Donc c'est pas un modèle d'exclusivité. L'idée, c'est de se dire, il y a 33 millions de personnes qui viennent tous les mois sur TF1+. C'est une opportunité pour des éditeurs tiers, en plus de l'exploitation qu'ils ont en direct eux-mêmes de leur contenu en linéaire et en digital, de venir toucher des populations différentes. Enfin, en gros, en espérant ne pas être caricatural, c'est d'un côté, on vous fait profiter de la force et de l'attractivité de la marque TF1 et de sa capacité à soutenir l'investissement dans les applications, dans X environnements de Smart TV, de de dongle, de HDMI, de box OTT, etc. Ce qui est, alors je sais pas si c'est un chiffre qui peut être évoqué au moins en termes d'ordre de grandeur. Ça représente combien le coût de développement d'une app pour pour une télé Samsung, ou globalement le budget d'investissement de TF1 pour porter son application TF1+ dans tous ces environnements. Il y a un ordre de grandeur qui est... Mais c'est vrai qu'on opère dans un secteur qui est très, qui est extrêmement diversifié en termes d'environnement, et que chaque environnement a des spécificités techniques et des spécificités aussi en termes de référencement et de visibilité. En fait, le sujet, c'est pas que même si c'est très important et le cœur du réacteur, d'avoir une stack technique à l'échelle et en permanence adaptée à chaque environnement. Au-delà de ça, si tu as une super app, mais que ton app, elle est au fin fond d'un store d'une télé connectée, ça ne sert à rien. Donc le sujet, c'est comment tu es visible avec ton app sur l'écran d'accueil des télés, et ça, il y a très peu de places qui sont disponibles. Donc les operating systems, qui sont des grands acteurs internationaux, font des contrats avec des grands acteurs internationaux du divertissement, de l'entertainment. Et donc le sujet, quand tu es un acteur local, c'est d'être assez puissant et intéressant pour eux, pour qu'ils aient envie de te mettre en première visibilité. Et au-delà de ça, ça reste une app uniquement qui est en première visibilité. Donc le sujet, c'est comment tu vas exposer tes contenus. Et là, c'est encore d'autres leviers qui vont être un peu des leviers techniques pour faire, par exemple, ce qu'on appelle le surfaçage, donc avoir la capacité sur tous les écrans à faire remonter les bons contenus aux bonnes personnes au bon moment, cliquables, qui renvoient directement sur ton app. Mais c'est aussi tout le marketing qu'on va faire autour de ça, marketing organique et du marketing payant, exactement comme sur le mobile, mais appliqué à l'IPTV, à la Smart TV, etc. Et donc ça, c'est très complexe parce qu'en effet, ce ne sont pas les mêmes dispositifs, les mêmes façons de travailler entre un Samsung et, par exemple, une télé Sony avec un operating system Google. Et donc ça, c'est le nerf de la guerre, mais je voudrais insister sur quelque chose. Il y a un sujet dont on parle peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du streaming et du payant, c'est la capacité à monétiser. Nous, notre régie a une très forte capacité, historiquement, bien sûr, archi-leader sur le linéaire, mais sur le digital,
la monétisation du digital, le KPI qui est clé, c'est le reach. Un annonceur, pourquoi la télé a autant de valeur, même si la DEI a tendance à baisser? Pourquoi la valeur continue à être là? Parce que la télé, c'est le seul média aujourd'hui, même dans un monde ultra fragmenté, qui permet de toucher des millions de personnes en 2-3 jours, voire en quelques heures. Et donc ça a beaucoup de valeur pour un annonceur. Et en fait, quand un annonceur investit en digital, il recherche la même chose. Donc, pour exister en digital, pour avoir une capacité à monétiser et à prendre des parts de marché dans ce marché, il faut être très puissant en termes de reach. Et donc, c'est ça aussi qu'on propose à des éditeurs tiers qui y voient bien leur intérêt, c'est comment ils vont réussir à mieux monétiser leur contenu avec nous. D'accord. Donc, à la fin, encore une fois, c'est TF1 vous assure effectivement non seulement une infrastructure technique, ça c'était réducteur, mais une capacité de faire venir à travers son marketing. Vous venez avec vos contenus. Donc, et on partage plus ou moins 50-50, si j'ai bien compris, les fruits publicitaires qui en sont issus, quoi. Et juste quand même, je sais bien que c'est réducteur, les chiffres ne disent pas tout, et tu as très bien décrit les savoir-faire qui vont avec. Mais aujourd'hui, pour un groupe comme TF1, je suppose que les ordres de grandeur seraient assez proches chez France Télévisions ou chez M6. Cet investissement ou cette dépense annuelle sur le développement, la maintenance des applis, où Maxime Saada hier disait au Sénat qu'il y avait 1000 ingénieurs, paraît-il, au sein du groupe Canal, et que pour les dépenses autour de MyCanal, c'était 1 milliard par an. Il chiffrait ça de mémoire à 1 milliard par an. Alors, nous, on est en train de structurer toute une filière digitale avec tous les métiers du digital. On représente aujourd'hui à peu près 300 personnes. J'intègre aussi les personnes de la régie qui travaillent sur le digital. Donc, c'est des métiers autour de la data, des métiers autour de la régie, des métiers du produit. Donc, c'est les personnes qui vont concevoir l'expérience, des métiers de la tech, bien sûr, et des métiers autour du marketing, à la fois pour faire venir et pour réussir à développer les usages. Donc ça, c'est un projet sur lequel nous, on monte en puissance sur 2-3 ans. Et ce qu'on a communiqué, c'est que c'est bien sûr des investissements rationnels, puisqu'on a un groupe privé, et qu'on fait aux bornes de nos équilibres financiers. Donc l'idée, c'est d'investir sur le digital, mais avec une logique économique tout à fait maîtrisée. Donc concrètement, on fait des économies sur d'autres choses pour financer le digital, qui a vocation à développer des moyens supplémentaires pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, réinvestir durablement dans notre ligne de programme. Là où c'est un modèle industriel pour le groupe TF1, et c'est extrêmement important, puisqu'il y a eu des initiatives dans d'autres pays qui n'avaient pas forcément pris cet angle-là, notamment par exemple en Angleterre. C'est un modèle industriel puisqu'on partage vraiment, le premier poste de coût, ce sont les contenus, et le milliard dont je parlais, dans lequel on investit, il est entièrement partagé pour être à la fois pertinent sur nos chaînes et sur le digital. Il se trouve qu'on a les mêmes cœurs de cible, puisqu'on est un groupe privé, donc les 25-49 ans, les 15-34 ans. Et donc cet asset-là, il ne nécessite pas d'investissement supplémentaire. C'est pas une grosse ligne de production digital only, c'est on produit pour l'ensemble. Voilà. Oui, je voudrais revenir sur 2 points qui me semblent essentiels et que parfois on oublie dans notre secteur d'activité parce qu'on parle beaucoup du numérique streaming, mais qu'a souligné Claire, c'est le référencement et la puissance de la télévision. Aujourd'hui, tout le monde peut lancer une chaîne de télévision en France, mais il se trouve que les seules chaînes de télévision qui ont une chance, je ne parle pas des modèles payants, je parle des modèles en gratuit, qui ont une chance d'avoir un référencement, ce sont les chaînes de la TNT. Et la raison pour laquelle mon groupe s'est mis à candidater, c'est parce qu'il y avait une occasion d'avoir une chaîne de la TNT. A contrario, je note que ceux qui ont perdu leurs autorisations TNT, ils pourraient très bien maintenir leur chaîne et les diffuser sur d'autres distributeurs. Mais je pense qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils changent complètement de dimension de cette façon-là. Donc la question du référencement,
quand on a une fréquence TNT, demeure un plus extrêmement fort. Et la deuxième question, c'est la puissance de la télévision. Je rappelle juste deux faits, pas même un seul. Il y a 2 ans, au moment où ont été remis en appel d'offres les fréquences, et systèmes très démocratiques, les fréquences de TF1 et de M6, il y avait un seul candidat qui s'est présenté en dehors de TF1 et M6, Xavier Niel. Inutile, tout le monde sait comme Xavier Niel est branché sur le monde du numérique, pourquoi est-il venu candidater sur un truc que d'aucuns considèrent comme vieillot, ringard, une chaîne de télévision sur une fréquence hertzienne? J'ai tendance à faire confiance à son intelligence du business qui a toujours montré. S'il a candidaté, c'est qu'il y voyait un intérêt. Et de la même façon, aujourd'hui, le fait d'avoir une chaîne de télévision d'abord en linéaire est quelque chose d'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs appelé notre chaîne T18, T comme télévision, parce que nous, on croit encore à la télévision. Et Claire l'a rappelé, l'écran, au-delà des chaînes de télévision, l'écran de télévision est redevenu, si j'ose dire, et ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, le point essentiel de consommation des contenus, du divertissement, de ce monde de l'entertainment. Et nous, même si nous ne sommes pas présents dans la télévision gratuite en France, on est des fervents défenseurs de la télévision en général et payante partout dans le monde. Et on voit la consommation. Par exemple, on a une chaîne CNN qui est le référent dans les news aux États-Unis, mais aussi dans le monde. On voit la consommation du sport qui est aussi très important pour nous. Donc, absolument. Et c'est pour ça, pour revenir à ta considération précédente, on a intérêt aussi une consommation linéaire dans notre offre de streaming. Alors, on va rester sur Max, justement. Peut-être on peut afficher là aussi les quelques points de repère qui avaient été préparés. Et ce qui recoupe notamment le point que tu soulignais, Clément, sur les différents piliers de l'offre et plus globalement du groupe Warner Bros. Discovery. C'est à la fois du cinéma, de la fiction et de la fiction ô combien premium, enfin c'est les HBO notamment, la découverte, enfin Discovery, le factual, etc., le sport. Ça résume à peu près la promesse ou c'est encore plus? C'est déjà ça. C'est une marque, Max. On est un peu plus jeune que TF1+, avec une marque qui n'est pas établie comme celle de TF1. Et vous avez tous, par contre, pris le même bleu. Ce bleu-là est devenu à peu près universel. C'est peut-être par ou une plus, on n'en est pas très loin. Ouais. Enfin, il y a Alors, nous, c'est une des couleurs qui évolue, puisqu'on est passé d'un magenta à un bleu quand on a lancé, qu'on est passé d'HBO Max à Max dans beaucoup de pays. On est une marque qui est donc nouvelle en France, qu'on établit, qu'on a établie sous la forme d'une promesse qui est regardez mieux, mais qui est une marque aussi qui est présente dans 74 pays dans le monde. Et donc, pour revenir un peu sur tout ce qui est investissement dans les programmes, on a cette chance de pouvoir investir des dizaines de milliards en fait dans le programme qu'on amortit dans beaucoup de pays, mais qui fait qu'on a une offre en France très riche et qui est une offre qui est à la fois du cinéma, parce qu'on est aussi un groupe avec Warner Bros qui diffusons, on est un des plus gros diffuseurs de films en France. On est et donc un partenaire des salles de cinéma et aussi de nos chaînes de télévision. Donc on a on a lancé avec une nouvelle marque et on a lancé non seulement sur cette promesse, mais aussi avec l'ambition d'offrir cela au plus grand nombre. Donc on a stratégiquement décidé d'aller avec des opérateurs, des diffuseurs, des distributeurs de contenu, Canal+, Prime Video, Free, Orange, pour pouvoir offrir Max dans un marché de la SVOD mature et compétitif. On a voulu aller le plus rapidement possible sur les écrans de téléphone, sur les écrans de télévision, comme Claire le disait, grâce à ces distributeurs. Mais du coup, en quelques années, on est passé d'un segment de la SVOD qui était 100%, dont les revenus étaient 100% le fait de l'abonnement, Oui. à des modèles mixtes, pub et abonnement.
Ça a permis effectivement d'abaisser les coûts d'entrée. Voilà. Quand on parle d'inflation des tarifs de la SVOD, c'est toujours bien quand même de rappeler qu'aujourd'hui c'est 5,99. Quand il y a 10 ans, les forfaits les moins chers étaient plutôt à 7 ou 8. Donc ça a baissé le point d'entrée, mais ça modifie aussi votre centre de gravité économique. Un tout petit peu, mais donc on a une offre en direct et on a une offre via ces distributeurs qui aussi font la promotion de nos offres avec des offres très très ponctuelles, gratuites parfois et autres. Donc on travaille ensemble là-dessus. Et oui, on a ouvert une offre, un point d'entrée bas avec la publicité, qui est quelque chose qu'on fait au sein du groupe et pour les chaînes de télévision depuis un certain temps. Moi, je pense qu'il y a quand même, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter, il y a un problème le problème de notre industrie, qui est un problème de piratage. Et donc, c'est pour nous, même si on est une offre payante, et on le restera, pouvoir offrir un point d'entrée plus bas, c'était absolument primordial dans ce contexte-là aussi. Sur les contenus locaux, alors il se trouve que dans les 10 derniers jours, il y a Apple qui a annoncé avoir signé un accord avec les organisations de la production audiovisuelle. Hier, Disney a annoncé à la fois avoir signé avec le cinéma et avec l'audiovisuel. Au-delà de ce qui est, des accords eux-mêmes, il y a la stratégie en termes de développement de contenus locaux, potentiellement le sujet de la chronologie des médias, donc à quelle date les films Warner peuvent être vus sur Max. Sur ces sujets-là, vous en êtes... C'est des sujets qui nous tiennent bien sûr à cœur, parce que comme je disais, on est un acteur de la distribution de films en France, un des plus importants, donc on a une relation avec les salles très très importante, c'est le cœur de notre métier, donc j'y porte une attention très particulière, et d'un côté on a un streamer. Donc on a cette considération où on veut à la fois avoir, quand on sort un film comme Barbie, une exposition dans les salles les plus importantes, et d'un autre côté, on a sorti Barbie le 19 décembre 2024 sur notre plateforme Max, 17 mois après la sortie, ce qui fait que les films sur notre plateforme, contrairement à d'autres pays, la plupart des autres pays dans le monde, les films sont un point d'arrêté moins fort, forcément, après 17 mois de diffusion sur d'autres canaux. Donc on est en discussion avec les organismes professionnels sur la chronologie des médias, donc on y porte un intérêt très important pour ce qui est du cinéma. Et pour revenir sur tout ce qui est séries et fiction française, on s'est lancé aussi dans la production en France. On a eu Une amie dévouée, qui était notre première fiction basée sur un livre, La mythomane du Bataclan, avec Laure Calamy, avec je pense, un trait éditorial à la HBO, avec des sujets qui sont forts, qui créent la discussion, qui créent la conversation. Un documentaire, celui sur Kerviel, en 4 épisodes, qui a eu un certain succès. Et on a annoncé Le sens des choses, qui est une adaptation du livre d'Orwiller, Vivre avec nos morts. On a Merteuil qui arrive avec Diane Kruger, qu'on produit avec TF1. Donc on a beaucoup d'ambition dans la fiction française. Mais à ce stade, en tout cas, encore une fois, pas d'accord qui soit signé de façon imminente, soit côté cinéma, soit côté audiovisuel. On est en discussion. C'est comme on est un acteur nouveau, on est en discussion avec les organismes à l'heure actuelle. Donc voilà. Et sur la distribution, d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait imaginer TF1+ distribuer aussi des offres payantes? Et par exemple distribuer Max comme au même titre que vous agrégez des éditeurs du gratuit. Enfin, est-ce que c'est une extension possible? Aujourd'hui, on a nous-mêmes, et c'est pas le cœur de notre proposition de valeur, mais on a une offre payante par abonnement pour les publiphobes, il y en a. Donc ceux qui veulent regarder nos contenus sans publicité peuvent s'abonner à notre offre premium qui est à 5,99 € pour être dans le même pricing que les offres payantes. Nous, là, notre enjeu majeur, c'est vraiment de monter en puissance sur le gratuit, parce qu'on pense que c'est là où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à développer, y compris sur l'agrégation. Après,
on peut imaginer plein de choses par ailleurs, mais notre focus, c'est vraiment sur le gratuit. Oui, et en tout cas, ça veut dire, effectivement, tout est concevable en théorie, mais ce n'est pas un projet de 2025. Non, le sujet de 2025, notre gros axe, l'année dernière, on s'est lancé, donc il fallait que ça fonctionne, qu'on ait des utilisateurs, qu'on les comprenne, que les usages croissent. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire sur tous ces éléments, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans une très bonne dynamique. Donc ça, c'est l'angle B2C, donc c'est vraiment l'utilisateur final et c'est le nerf de la guerre. Comme tu l'as rappelé, on est un acteur privé qui vit de la publicité. Donc l'angle, le focus vraiment de cette année, c'est notre positionnement sur le marché de la publicité digitale. Et pour ça, on s'est réinventé, puisque cette année, donc 2024, pardon, on a fait une très bonne année publicitaire, mais qui est basée sur le même modèle que ce qu'on fait à la télévision, donc qui travaille pour des annonceurs, ce qu'on appelle le haut du funnel, donc la notoriété d'une marque, d'un produit, d'un service, avec des spots de 20 à 30 secondes qu'on diffuse en pré-roll, donc avant que le contenu se lance, ou en mid-roll. Bon, ça, très bien, c'est hyper classique. Comme je le disais tout à l'heure, l'écran télé connecté à Internet, il ouvre un champ des possibles qui est monumental, à commencer par la publicité. Aujourd'hui, historiquement, la publicité digitale, elle s'est faite sur le mobile, notamment sur les réseaux sociaux, et avec des logiques de performance pour des annonceurs. Donc, qu'est-ce que c'est la performance ? C'est les gens me connaissent, ils connaissent ma marque, mon produit, ils veulent, je vais aller chercher la conversion, l'achat. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre la télévision et le digital sur écran télé, puisque 70% de la consommation de TF1+ se fait sur écran télé, et ça a vocation à se développer. Et donc, pour ça, on a un nouveau positionnement qui est d'être le partenaire privilégié du marketing digital pour les marques. Donc, le marketing digital, c'est quoi ? C'est un marketing qui va travailler tout le funnel, de la notoriété à la considération. Donc, je commence à m'intéresser, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, ça, avec toutes les logiques de brand content, comment les marques sont associées à nos contenus, à nos verticales, par exemple, impact sur les sujets d'environnement, de diversité, et jusqu'à la conversion. Et donc, on va développer toute une batterie de nouvelles solutions publicitaires. Certaines arrivent d'ici quelques semaines, d'autres, ce sera plutôt sur le deuxième semestre, pour proposer à des annonceurs de travailler l'ensemble de ce funnel. Et là, ce qu'on va chercher, c'est être un acteur qui compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une très bonne dynamique, mais on reste tout petit, on est un challenger sur le marché de la publicité vidéo digitale. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'être vraiment un acteur référent sur ce marché, comme l'est YouTube aujourd'hui, qui s'accapare une très grosse part de ce marché. Et donc, c'est pour ça qu'on dit notre positionnement, à la fois en B2C et en B2B, donc côté agence et annonceur, c'est d'être l'alternative premium à YouTube. Donc premium par nos contenus longs produits, très bien financés, par le fait qu'on soit sur l'écran télé avec une expérience extrêmement immersive qui respecte l'utilisateur et l'annonceur. Les publicités, elles ne sont pas diffusées n'importe comment, sur des tout petits écrans avec plein de trucs qui clignotent autour. Et premium aussi parce qu'on va aller sur leur terrain avec toute une logique de performance et de conversion. Clément ? Oui, juste pour rebondir sur ta question initiale qui était l'agrégation, je pense. Nous, on regarde beaucoup de types de partenariats différents parce qu'on est arrivé au niveau global à peu près plus de 110 millions d'abonnés. Nous sommes présents que dans 74 pays dans le monde, contrairement à d'autres qui sont dans le double. Donc, on a une opportunité de croissance qui est exceptionnelle. Et ne serait-ce qu'en Europe, où on vient de lancer en France, on n'a pas encore lancé en Allemagne, on n'a pas encore lancé au UK, on n'a pas encore lancé en Italie. Ça quand même, donc, on a des opportunités importantes. Mais dans les pays dans lesquels on est lancé, la source de croissance, c'est à la fois la distribution, mais aussi les partenariats adjacents qu'on peut trouver. Et notamment, par exemple, aux États-Unis, on a lancé il n'y a pas longtemps un bundle entre Disney+ et Mac, qui est une offre commune et qui est donc une façon un peu différente aussi d'offrir nos contenus de façon agrégée avec d'autres contenus.
Donc potentiellement de faire des deals aussi de distribution, pas simplement avec effectivement, enfin les usual suspects entre guillemets, en France les Orange, Free, SFR ou Canal, mais en allant chercher soit enfin des alliances entre éditeurs, soit des tiers partenaires. Absolument. On regarde beaucoup de choses parce que à nouveau dans cette promesse qu'on a de qualité, on va aller chercher l'offrir au plus grand nombre. On est très ouvert et très créatif, je pense, dans ce cadre-là. Et dans la création, moi, ce qui me frappe, et c'est peut-être l'objet de la table ronde qui est montée ce matin, c'est si on se reprojette à un peu plus d'1 an. Il y a un peu plus d'1 an, il n'y avait pas Max, il n'y avait pas TF1+, et il n'y aura pas notre nouvelle chaîne T18. Donc je trouve que ça montre à quel point... C'est fascinant, ouais. Et je pense que c'est pour ça que, peut-être que ceux qui nous écoutent le sentent, et ils le savent, on est passionné dans ce métier, moi je le suis, et on l'est tous, parce que c'est un métier incroyable. Non seulement il y a plein de gens qui sont concernés par ce qu'on fait, mais surtout, notre métier, en permanence, évolue, bouge. Que ce soit en technologie, que ce soit en modèle économique, que ce soit en modèle culturel ou en modèle de consommation. Et c'est ça qui est formidable. Et vraiment, si on s'arrête quelques secondes dans un univers qui est parfois morose, on se dit, replongeons-nous il y a 1 an en arrière, il n'y avait pas la plateforme Max, il n'y avait pas TF1+, et pas de nouvelle chaîne comme T18. C'est quelque part, on vit dans un monde merveilleux. Absolument. Moi, je partage absolument l'enthousiasme qu'on a autour de la table, et c'est là où il y a des formes, il y a une créativité même dans les aspects commerciaux en fait qui sont absolument exceptionnels, parce qu'il n'y a pas beaucoup de limites à ce qu'on peut faire. Mais néanmoins, pour nous, au final, on reste le créateur de contenu, le storyteller comme on dit, depuis 100 ans, et donc c'est ça qui nous met dans une situation assez exceptionnelle où on a ce pipeline de contenu qui arrive, et d'un autre côté des univers de distribution qui sont quasi illimités. On a débordé de l'heure qui était prévue mais ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que, comme disait Christopher, il y avait des choses à dire, il y a de la passion, etc. Peut-être quand même pour terminer et prolonger, Claire, si c'était un défi, enjeu, objectif 2025, l'aspect, la dimension publicitaire. Peut-être juste, s'il en fallait un autre pour TF1+, la partie internationale, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous arrivez à avoir une offre à peu près ISO dans tous les pays, donc en ayant libéré les droits, etc. Enfin, est-ce qu'on est dans de l'épaisseur du trait en termes d'importance business bref, peut-être un mot sur l'international, et après, je vous proposerai aussi à tous les deux de poser votre challenge ou votre objectif 2025. Merci Philippe. C'est vrai que c'est un point dont je n'ai pas parlé qui est extrêmement important et qui répond à plusieurs enjeux ou besoins. Le premier enjeu autour de notre extension géographique auprès des francophones, c'est de se dire qu'il y a une communauté culturelle autour du français, qu'on sait que nos contenus sont attendus en Belgique, au Luxembourg, mais aussi au Maghreb, en Afrique subsaharienne, et puis globalement auprès des francophones dans le monde entier. Et donc, il y a une pertinence à trouver une solution pour les proposer. Là encore, le digital, les mobiles, les téléconnectés permettent ça aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'hier. Donc, le champ des possibles est là. Et par ailleurs, il y a aussi un sujet, un peu plus business derrière cet enjeu d'extension géographique. C'est que on voit bien que le monde des médias, qui était un monde local, extrêmement réglementé, avec peu d'acteurs, a été complètement percuté, on va dire, par la technologie au sens large et l'internationalisation. Et aujourd'hui, les très gros faiseurs, qui sont les concurrents des très grands acteurs locaux, que ce soit les acteurs de l'entertainment comme toi, ou les operating systems comme Google et Samsung, sont tous internationaux. Et donc, pour des acteurs locaux, même très puissants comme peut l'être le groupe TF1, c'est extrêmement important d'augmenter aussi son reach et de pouvoir avoir des discussions qui se passent à un niveau de plaque géographique un peu plus importante. Donc c'est tout ça l'ensemble de notre proposition autour de la francophonie.
Et du coup, aujourd'hui, avec, encore une fois, un produit qui est à peu près homogène en termes de profondeur, de droits Oui. de droits disponibles. Alors, oui, aujourd'hui, on s'est lancé dans très peu de pays. On est en Belgique, au Luxembourg et en Suisse depuis quelques semaines, avec à peu près les mêmes droits. Il y a quelques séries et films qu'on n'a pas. Mais l'objectif, c'est d'avoir la même proposition, peut-être modulo l'information qui voyage quand même Oui. beaucoup moins pour la partie Afrique, mais oui. Mais du point de vue business, il y a un marché d'annonceurs francophones. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réalité business aussi en face, encore une fois, en termes de marque. Nous, notre régie travaillait déjà avec les pays que je viens de citer, en direct ou avec des partenaires, autour de nos chaînes et de nos contenus. Et donc, on amplifie ça avec le fait d'avoir notre plateforme de streaming. Clément ? Enjeu 2025, c'est ça? C'est ça. Alors, enjeu 2025, je dirais qu'il y a pour nous deux choses. L'un, continuer à établir la marque Max, pardon, dans le paysage français. C'est une marque nouvelle. Et donc, il faut l'établir. Et donc, on y travaille. Donc, ça, c'est une première chose. Et la relier avec ce qu'on fait, c'est-à-dire continuer à offrir des programmes de qualité. On a un line-up pour HBO qui est probablement un des plus beaux line-up de l'histoire d'HBO, avec The White Lotus dans quelques semaines, The Last of Us, on a Just Like That qui revient, on a en préparation une série autour de la marque Harry Potter qui je rappelle, le dernier film, je crois, est sorti il y a 12 ans, donc il y a une réinvention autour de ça, donc on a comme enjeu aussi de pouvoir offrir ce contenu. Mes enfants sont très malheureux que la série sur Harry Potter, elle a été repoussée à 2027. Et ils l'attendent avec impatience. Pour tes 18 Les deux enjeux, d'abord, ce sera de tenir la date de lancement du 6 juin et de ne pas la décaler. Mais je suis très confiant parce qu'on travaillait en vérité déjà pour se lancer le 1er mars. Donc, c'est l'ensemble du changement de numérotation du plan de service des chaînes TNT qui nous conduisent à partir le 6 juin. Donc ça, c'est le premier enjeu. Avoir une chaîne de télévision sur l'écran le 6 juin. Et le deuxième enjeu, évidemment, je l'ai dit, c'est que apporter à nos concitoyens, à ceux qui regardent la télévision, une chaîne à la fois différente, mais une chaîne attractive qui les intéresse, avec de l'audience. Voilà. Alors, ce sera progressif, mais c'est clairement un des enjeux et je suis assez confiant sur celui-là aussi. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci à vous qui nous avez suivis. Comme il se doit dans un univers digital, tout ce que vous avez entendu sera prochainement disponible en replay. Vous pourrez passer vos soirées à réécouter Claire Badini, Christopher et Baldelli et Clément Schwebig. Bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt. Merci.